Quelque part en Afrique, perdu en plein Sahel, une mission se prépare. C'est sur une base ultra secrète qu'un petit groupe de 6 hommes s'apprête à effectuer une infiltration proche d'un campement djihadiste. Ultime briefing avant le départ. L'objectif de la mission, il est clair, on a besoin de surveiller Usmal sur son campement. Ses modes d'action, le plus probable, c'est la fuite. Dans son déplacement, il serait équipé aussi d'AK-47. C'est donc ce soir qu'ils partiront sur le terrain pour collecter des renseignements. Ils ne devront qu'observer. Nico est le chef d'équipe. Moi, j'ai une équipe de recherche. L'action, c'est pas mon rayon. Le renseignement, c'est obtenir des informations sur plein de choses. Ça peut être sur des personnes, sur du matériel, sur des objectifs. Des informations qu'on va transmettre à nos chefs pour qu'ils puissent, eux, derrière, monter une opération, soit d'action ou de bombardement. Mais quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas de renseignement, il n'y a rien derrière. Donc c'est le cœur de la guerre, en fait. Donc avec ce type de matériel, on peut effectuer des prises de vue jusqu'à 1800 mètres. On part pour 3 jours. Donc là, j'ai mon autonomie en eau avec ma bouffe, avec ensuite le matos OPS dans le sac. Ces 6 hommes, calmes et déterminés, composent une équipe de recherche des forces spéciales. Ils appartiennent au 13e régiment de dragons parachutistes. Une référence dans le renseignement militaire. Endurants et discrets, on appelle ces spécialistes du renseignement les hommes du 13. Leur devise, au-delà du possible, les invite à se surpasser. En cette fin d'après-midi, Nico et ses hommes partent pour une mission sensible, localiser et renseigner la présence d'un chef djihadiste recherché par la France. Durant 3 jours, ils informeront en temps réel le commandement des opérations. Cela fait maintenant 10 ans que les forces spéciales sont engagées dans un dur combat contre les terroristes d'Al-Qaïda et de Daesh, dans une région grande comme 10 fois la France. Nico et ses hommes vont être déposés dans une zone en plein cœur du Sahel, où les combats sont fréquents. Arrivés au sol, leur mission sera de s'enfoncer à pied en territoire ennemi. Dans cette savane arborée, avec 70 kilos sur le dos, ils vont parcourir une dizaine de kilomètres sur un terrain rocailleux et sec pour rechercher leur cible. Une fois le terroriste retrouvé, ces commandos du renseignement n'utiliseront qu'une seule arme, leur appareil photo. On se refait la mission dans sa tête. Puis, voilà. On reste vigilant surtout, en fait. À tous les bruits ou les traces qu'on pourrait voir ou déceler. Nico et ses 5 coéquipiers vont attendre la tombée de la nuit. Car dans l'obscurité, ils ont un avantage tactique grâce à des lunettes de vision nocturne. Ils vont ainsi pouvoir progresser discrètement avant d'arriver à photographier l'homme qu'ils recherchent. On vient de descendre dans les machines, là. On s'est un petit peu infiltré 200-300 mètres. Et là, on attend quelques minutes, total silence. Et voir si on n'a pas été suivi ou si on n'a pas éveillé des soupçons dans la zone. Donc là, ça va être silence total pendant quelques minutes. On va se mettre à couvert. Et je pense que du coup, on va devoir te laisser ici. On va continuer notre progression et on se dit à bientôt. Cette mission est la répétition d'une opération à venir. De retour à la base, après 3 jours d'observation, Nico et ses hommes peuvent souffler et faire retomber la pression. Les renseignements recueillis ont finalement permis la capture du terroriste. Quand on rentre d'opération, c'est l'endroit où on se ressource un petit peu. Et là, on prend le temps de parler
soit un petit peu l'opération, soit de nous-mêmes, de la famille, comment ça se passe en France. Et c'est important d'avoir ça avec... voilà, c'est le seul chez nous qu'on a. Après, le deuxième chez nous qu'on a, c'est notre box, où il y a mon lit qui fait 2 mètres carrés et ça s'arrête là. Les missions durent en général entre 3 et 6 mois. Alors il est indispensable d'avoir sa bulle, comme disent les commandos. On a fait un petit peu mon petit coin de vie, ma box, mon box, comme on dit ici. Hein. Et moi je suis là. C'est pas très grand, mais c'est mon chez-moi, c'est ma maison. Donc, mon petit lit, mon petit bureau, mes affaires tranquillement. De l'autre côté, mes petits souvenirs de famille. Voilà, c'est mon petit moment où moi je me retrouve le soir tranquillement et du coup il n'y a plus personne, je suis plus dans l'équipe là ici, hein, là je suis chez moi. Des petits détails qui rappellent les proches. Sur la base, les hommes forment une équipe soudée. C'est pendant leur formation et dans l'effort qu'ils ont tissé leurs liens, une sorte de deuxième famille. La formation m'a apporté un côté de savoir-vivre en équipe en fait. Parce que la formation, elle est dure au point que tellement on est mis dans la difficulté, le jour où on arrive en opération, et ben en fait ça passe. Ça passe parce que du coup on a été mis à un niveau extrême que le jour où on part en opération, bah là du coup ça va dérouler. Une formation dure et exigeante, mais qui fait des hommes du 13 des soldats exceptionnels et complets. Le 13e régiment de dragons parachutistes est une unité de force spéciale unique en son genre. Les hommes du 13, fleurons du renseignement militaire, sont reconnus dans le monde entier comme faisant partie des meilleurs. Discrets, souvent invisibles, ils s'infiltrent en territoire ennemi pour observer, analyser et restituer les informations collectées. Ces 700 hommes sont déployés au cœur des crises les plus aiguës dans lesquelles la France est impliquée. À l'aise aussi bien dans le froid glacial que dans la fournaise du désert, ces parachutistes d'élite peuvent intervenir partout dans le monde. Ils sont les yeux de chaque opération spéciale. Les hommes du 13 ont réalisé des missions remarquables, comme la traque des criminels de guerre de l'ex-Yougoslavie, la localisation des chefs de guerre talibans en Afghanistan, ou plus récemment, la neutralisation de combattants de groupes armés terroristes au Sahel, comme Al-Qaïda ou l'État islamique. Pour intégrer ces unités d'élite, le parcours est long et extrêmement difficile. Exceptionnellement, nous avons pu suivre pendant 18 mois la formation et la sélection de ces jeunes recrues. Ici, soit on passe, soit on abandonne. L'excellence et le dépassement de soi sont les maîtres mots. Nous voici dans le sud-ouest de la France, au cœur du 13e RDP. Nous serons guidés dans l'univers secret des forces spéciales par Georges, une figure du régiment. Ce capitaine de 44 ans a vécu ici 26 années opérationnelles. Fait rare au 13e RDP, les aspirants forces spéciales peuvent venir d'autres unités et même directement du civil. Entrez. Tout commence lors des entretiens. Et ici, chaque détail compte. Une mauvaise réponse, une mauvaise impression suffisent à exclure un candidat. Concrètement, qu'est-ce que tu viens chercher chez nous? Le travail commando en petite équipe, le matériel de pointe, de technologie, des gens très qualifiés. Passer du temps à apprendre par cœur des matières théoriques, c'est quelque chose dont tu es capable. Oui, c'est ce que je m'attendais en ici. Et devoir les restituer en état de fatigue extrême. Bien sûr. Si tu devais décrire ta plus grande qualité? Être capable de se mettre dans le dur, au service des autres, la rusticité. Ta copine, elle dit quoi de ça? Je suis célibataire. Depuis longtemps? Non. J'avais une petite amie jusqu'au mois de mai, elle est partie en Australie. On s'est laissé de l'espace. C'est clair dans ma tête, mon capitaine, c'est mon métier. Je suis prêt à mettre de côté la part sentimentale dans ma vie pour faire le métier que j'aime, le métier qui m'anime tous les jours. Tu as été déjà sanctionné? Non, mon capitaine. C'est pas forcément une qualité.
L'intérêt de ces entretiens, il est évident. On va aller chercher dans les autres régiments de l'armée de terre des engagés volontaires. Ce sont déjà des petits gars qui ont bien baroudé. Ils apportent une richesse qui est liée à leur expérience militaire. Ils vont apporter aussi des valeurs qu'on va retrouver dans leur régiment. Et ton plus grand défaut? Discrétion. Pour moi, je ne vois pas de défaut dans la discrétion. Maintenant, si tu es introverti, et si tu as du mal effectivement à créer des liens au sein d'un groupe, et surtout au sein de l'équipe, tu connais le ciment que représente ta formation, c'est devenir équipier de recherche, ça ne peut pas évidemment être compatible avec cet état d'esprit. On a les résultats sportifs. Ouais. Ça donne quoi? Être candidat, c'est être prêt sur tous les points. Georges le recadre. 142. T'étais pied émaillé? Ouais, je suis mauvais nageur par contre. Oui. Ça, en fait, je m'épuise beaucoup dans l'eau. Mais en fait, si tu viens au régiment, c'est pour te former pour être équipier, c'est pas pour te former pour devenir un bon sportif. Donc déjà, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des bons sportifs. Les entretiens s'enchaînent. La précision des questions permet de cerner les recrues. C'est qu'on va te faire douter. Hein. T'as été au feu, au Mali? Non. On a été proches, mais on n'a pas été au feu réellement nous-mêmes. Des addictions? Non. Pas de drogue? Non. Pas d'alcool? Non. Un petit peu le week-end, de temps en temps. Enfin, des petites fêtes. T'es sur Facebook? Non, ça fait bien longtemps que je l'ai vu. Quand on va vérifier, on ne te retrouvera pas? Si, vous trouverez mon Facebook, mais vous verrez que ça fait un moment que je n'ai pas été dessus. Tu comprends bien que c'est pas compatible, hein, Oui, bien sûr. d'étaler ta vie. Alors, pourquoi pas quand tu étais quand tu es aujourd'hui encore dans ton régiment, avec la vie de demain que tu pourras avoir en étant équipé de recherche. C'est bon pour moi. Après ces entretiens, les candidats retenus vont pendant 18 mois être formés à toutes les techniques des forces spéciales. Mais surtout, ils vont devoir apprendre l'art du renseignement. Ces soldats vont devoir s'accrocher et résister pour espérer rentrer dans le cercle très fermé des hommes du 13. Sur les 44 stagiaires, la moitié n'ira pas jusqu'au bout. Georges vient les accueillir pour les encourager avant de débuter cette redoutable sélection. Asseyez-vous. Bien, bonjour. C'est un véritable acte que vous avez fait en signant votre contrat d'engagement. Et ça, c'est quelque chose qui est lourd de sens pour vous expliquer aujourd'hui dans quel merdier vous êtes foutu, hein, simplement. La recherche aéroportée, c'est un métier de seigneur. Parce que quand on en déploie une équipe de recherche en opération, on n'envoie pas une section, on n'envoie pas une compagnie. On envoie juste 6 bonhommes qui sont capables de tout faire. C'est un peu l'agence touriste, si vous le préférez, des temps nouveaux. Vous le savez, vous ne sortirez pas tous équipés de recherche. Hélas, je le regrette. Je n'ai pas de solution miracle à vous apporter pour devenir équipé de recherche. C'est une affaire entre vous et vous. Voilà. Je vous souhaite encore bon courage et j'ai hâte de vous retrouver sur le terrain. Merci. Ces apprentis commandos vont durant les premières semaines être graduellement poussés physiquement et intellectuellement par leurs instructeurs. Ils vont être amenés jusqu'à une fatigue extrême pour déceler parmi eux ceux qui manqueront de lucidité après quelques nuits blanches. Ces jeunes, qui ont tout juste 20 ans, vont devoir apprendre le collectif, la solidarité et le sens de l'effort. Pour certains, déjà bien préparés, le défi est relevable. Mais pour d'autres, les premières difficultés paraissent déjà insurmontables. Allez, abdominaux. Voilà, je croise. Va croiser. Voilà. Je viens crocheter. Ici, ma main vient chercher en croisant le plus loin possible. Pour cet instructeur de 45 ans, passer l'obstacle avec une main dans la poche est un jeu d'enfant. Tout est question de technique. Je suis ici. J'ai réussi à clamper. Ici, je viens crocheter. Ici, je passe tout corps. Je ressors. Et j'ai toujours la main dans la poche. Jour après jour, pour s'endurcir, les candidats vont enchaîner les entraînements, dehors, en pleine nature et par tous les temps.
Les instructeurs repèrent les plus solides, les plus endurants, mais également les plus faibles. Pour devenir équipier de recherche au 13e RDP, aucune place n'est laissée au hasard. Les stagiaires sont quotidiennement confrontés à de nouveaux défis. Aujourd'hui, le vertige. Mais avant de se jeter dans le vide, ils vont durant quelques jours apprendre les rudiments de l'alpinisme. Là, tu remontes pour reprendre le mou, et tu redescends pour bloquer. Pour les jeunes de ce groupe qui viennent de quitter l'université, la rupture est totale. On sait que c'est un apprentissage long, que c'est une formation longue, mais c'est-à-dire tout ce qu'on apprend, c'est un but. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'elle est exigeante cette formation, c'est parce qu'on ne peut pas envoyer des mecs comme ça faire des missions aussi pointues. Bien sûr. Il y a deux facteurs, c'est dans la tête et dans le physique. Il faut qu'aucun des deux lâche, mais j'irai jusqu'au bout. Nous sommes dans les Hautes-Pyrénées, en haut du pont Napoléon qui s'élève à plus de 70 mètres au-dessus du gave de Gavarnie. Affronter le vide, c'est un passage obligatoire pour les futurs dragons parachutistes. Même s'ils sont tous volontaires, l'appréhension est palpable. Il y en a qui ne se sentent pas à l'aise. Ils ne sentent pas de le faire. C'est pas quand vous aurez le cul dans le vide à 70 mètres de haut qu'il faudra dire « Ah bah non, j'ai peur ». Okay, moi, rien qu'à regarder par-dessus, je suis dans mon frog. Là, je vais le faire, parce que je suis un bonhomme. Mais s'il y en a qui veulent pas le faire, vous le dites maintenant. Tout le monde va descendre? Oui, mon lieutenant. Intérêt. Il faut passer outre sa peur dans les moments comme ça. C'est vrai que c'est impressionnant, mais il faut y aller. Chacun leur tour, ils vont devoir enjamber le pont et descendre en rappel, dos au vide. Déjà de voir que tout le monde y va, ça limite l'hésitation qu'on peut avoir à se lancer en fait. Du coup, une fois qu'on se retrouve face au ravin, on est obligé d'y aller, on n'a pas le choix. Faut pas qu'il y en ait un qui n'y arrive pas parce que sinon c'est une défaite pour tous. Quelqu'un n'y arrive pas, on est tous concernés entre guillemets. On a un groupe donc si quelqu'un faillit devant l'obstacle, on faillit tous. Donc il faut pas. Ça leur fait appréhender la peur du vide. On est toujours dans ce travail d'aller au-delà de soi-même. Là, il y a quand même 70 mètres de vide derrière. Voilà, descends tes jambes. Super. Là, t'es un commando. Allez. Ils auront d'autres exercices, ils feront d'autres choses dans leur carrière qui seront plus impressionnants que ça, mais c'est une première fois pour eux, c'est déjà pas mal. Avoir peur de quelque chose, c'est normal. Maintenant, affronter cette peur et le faire quand même, c'est du courage. Et tous auront été courageux. Aucun ne sera resté en haut. Retour sur la base du 13e RDP. Déjà 4 mois se sont écoulés et 10 des stagiaires ont abandonné. Sous l'œil de l'adjudant Nemo, ils s'entraînent toujours un peu plus chaque jour. Ils ne savent jamais à l'avance ce qui les attend. C'est parti? Allez, on est parti pour 50. 1, 2, 10, 11, 12, 13. Ici, les instructeurs comme Nemo donnent le rythme en participant eux-mêmes à tous les exercices. 49, 50. Ok. Pour montrer l'exemple, tout simplement. On respecte plus un chef qui fait les choses qu'un chef qui les dit et qui fait rien, quoi. Puis ça me vient pas dans l'idée de pas faire les choses que je fais, que je demande de faire. Donc voilà. 17, 18, 19. La journée va être chargée. Après l'effort physique, ils enchaînent avec un cours de topographie. S'orienter et lire une carte sont des connaissances indispensables que doivent posséder tous les stagiaires. Calque. Là, si tu fais un truc comme ça d'entrée de jeu,
tu vois même pas ce que tu fais après. C'est pas clair. Ça vous sert juste à savoir par où vous allez passer. C'est pour vous aider. Vous faites vos grosses lignes de crête, et après vous approfondissez un petit peu en disant ok, mon terre, je vais le faire passer par là. Donc là, je vais détailler un petit peu plus. Est-ce que c'est logique, est-ce que c'est pas logique? Non, là c'est la merde. Il y a un lac où c'est marécageux, où il y a une grosse ligne de crête, où il y a une falaise. Je vais faire le tour. Voilà, ça vous sert juste à ça. L'infiltration, c'est là où vous êtes vulnérable. Donc, le but, c'est de pas rester longtemps sur les petits chemins et comme ça. Il prépare une mission d'infiltration à travers une forêt. Un exercice théorique comme un autre. Allez, on va dehors, on se rassemble. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils le mettront en pratique dès ce soir. Ce sera leur première mission. Donc en gros, ils mettent enfin le doigt sur quelque chose d'opérationnel. Sac à 30 kg, ce qui est en gros la moitié de ce qu'ils auront en réel. C'est le début, on y va progressif. 15 km réel. Je pense que j'aurai pas mal de désistements. On en a déjà 7 qui font pas la marche parce qu'ils ont des petites entorses, des petits bobos, des petites tendinites. Pourtant on avance doucement, on est tranquille et il y en a déjà qui coincent. Donc bon voilà, première marche de nuit, c'est la marche test. Pour ces élèves qui ont déjà une bonne journée de travail dans les jambes, l'enjeu est important. Leur résistance et leur mental vont être mis à rude épreuve. On attend que ça passe. On subit pas, on endure, je pense. Mais maintenant, on n'a pas le choix. Hein. Pour une telle marche, de toute façon, c'est comme dans toutes les marches, essayer de marcher vite, en fait. On va essayer de le porter le moins possible. On va essayer de ne pas sentir le poids sur le dos et essayer d'avoir le plus mal aux jambes. Faut essayer de faire au mieux, se soutenir, puis donner ce qu'on a. C'est la seule solution. Puis pas lâcher. Vous avez pesé vos sacs, les gars? C'est combien? Faut peser, j'ai dit entre 30 et 35. Entre 30 et 35 kilos, on est encore bien loin des 60 kilos que portent les équipiers du 13 en opération. Prenez les babs. Avant de partir, Nemo met gentiment la pression. Vous êtes venus pour galérer, et bah c'est votre première manip où vous allez galérer. Je vais vous demander d'être sioux, silencieux, discret, on laisse pas de traces, on est pro. Vous allez au bout de votre marche, tous. Si ça fait mal aux jambes, si on est fatigué, si on n'a plus de morale, et ben on avance quand même. Si vous baissez déjà les bras sur une manip avec un sac à 30-35 kg, qu'est-ce que ça va être quand vous allez faire 60 kg avec une cage derrière? Impossible. C'est clair pour tout le monde? Oui. Bah félicitations. Pour ceux qui sont venus galérer, vous allez enfin pouvoir mettre un peu le doigt dessus. Bonne chance à tout le monde. Après 2 heures de route, la tension est palpable. Déposés en lisière de forêt, ils vont devoir marcher toute la nuit en s'orientant grâce au plan qu'ils ont dessiné dans l'après-midi. Parcourir 15 km en pleine forêt est une première pour la plupart de ces jeunes. Au bout de 3 heures de marche, un candidat, Théo, montre des premiers signes de fatigue. Il est sur le point de craquer. Un de ses camarades vient le soutenir et le pousse à continuer. Alors on va bientôt traverser le départemental. Quand on l'aura traversé, on aura fait la moitié du chemin déjà. Mais un obstacle de taille est en travers de leur route. Le chemin plus court, c'est plus droit. L'eau est à 10 degrés, mais ils n'ont pas le choix. Ils doivent traverser. Allez, prochain. Et c'est désormais trempé qu'ils vont devoir terminer les 7 km qu'il leur reste. Il est 6 heures du matin, retour à la base. Cela fait maintenant 24 heures qu'ils sont debout et pour Théo, c'est de plus en plus difficile de suivre. Même s'ils arrivent tous au bout, un des instructeurs a pu constater une mauvaise ambiance. Sans attendre, il les rappelle à l'ordre. En termes de discrétion, toujours,
comme le sac qui grince et les pieds qui traînent par terre. Il y a des mecs qui parlent trop et trop fort. Et ça, pour moi, du moins, c'est rédhibitoire. Je veux surtout pas voir ça. La cohésion, ça commence maintenant, là, sur les petits moments difficiles. Faut se serrer les coudes, s'encourager. Il y en a qui l'ont fait, c'est très bien. Mais surtout pas se gueuler dessus. Et putain, ça me saoule, les trucs dans leur barbe, là. J'ai horreur de ça. Dans des moments comme ça, faut surtout pas s'engueuler. Retenez bien ça. Allez, bonne nuit, à plus tard. Frigorifiés, mouillés et fatigués, les jeunes candidats vont pouvoir se reposer à peine 3 heures. Au petit matin, ils repartiront pour un nouvel exercice. Au cœur de la forêt landaise, depuis déjà 4 heures, ils retournent la terre pour construire une cache. C'est le secret du renseignement humain. Ce trou dans le sol devient un lieu de vie et d'observation pour les hommes du 13e RDP. En mission, ils pourront y rester cachés pendant de longs jours, parfois plusieurs semaines. Nemo vient vérifier l'état d'avancement de l'ouvrage, mais il est vite agacé. L'autre, il caresse les bouts de bois. Non mais t'es sérieux? Tu sais pas couper un bout de bois? En un coup, pim, c'est coupé. Voilà, allez. Tu t'es fait une piqûre au sang de tortue ou quoi pour être si lent? Allez, envoie là, putain. Oh, montrez que vous en voulez les gars, on dirait que vous êtes à moitié crevés là. Regarde la gueule de ta lame. Comment vous coupez un truc avec ça? Ça n'est pas possible. En fait, j'étais parti pour vous aider, j'ai même pas envie. Allez, dépêche-toi. Ça peut te aller? Et les gars, arrêtez de papoter. Là, il y a personne qui creuse, tu creuses, bordel. Vous avancez là. Vous n'êtes pas en colonie de vacances. Vous creusez, vous bougez votre cul. Et ce n'est pas fini. Il se rend compte que Théo baisse les bras. Bon, Elilo, ça va ou quoi là? T'es pas bien? Qu'est-ce qui se passe? On pose des questions, adjudant. Il faut s'en poser des questions dans la vie, c'est important. Il faut surtout voir pourquoi on n'y arrive pas et puis progresser. L'échec, c'est quand on arrête d'essayer. Alors oui, t'es pas bon, pas de vendre du rêve, hein, mais tu peux que progresser. Hein? Donc soit tu te sors les doigts et puis tu progresses, soit tu te laisses crever et puis t'arrêtes. Mais là, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, t'as pas le niveau pour. C'est pas plus compliqué que ça. C'est dans ta tête que ça se passe. Il n'y a pas de questions à se poser, il y a juste à faire. C'est tout. À faire et à faire réellement. Faut se faire violence, il n'y a que ça qui marche dans la vie. Bon, je pense qu'il se rend juste compte qu'il est pas bon. C'est tout. Ouais. Il leur faudra encore 10 heures de plus pour construire une cache pouvant contenir 4 hommes dans le plus grand secret. La cache terminée, l'inspection de Nemo commence. Les outils sont dedans? Ils sont censés tenir à 4. C'est pas ce qu'il y a de plus grand, mais c'est faisable. Tout est perfectible. Mais c'est plutôt pas mal. Après avoir passé 2 jours en forêt et seulement 2 heures de sommeil, il rentre enfin au régiment. Pour certains, cela a laissé des traces. Théo n'en peut plus. Le sac sera toujours aussi lourd. De toute manière, ils nous l'ont dit, hein, y a des mecs qui sont faits pour et d'autres non. Ils nous ont dit qu'on allait apprendre à se connaître, bah putain, c'est vrai. Ah là, je quitte le stage du coup. Ça fait trop longtemps que je réfléchis à ça. Là, c'est la fois de trop. Pour Théo, le rêve d'entrer chez les forces spéciales ne se réalisera pas. Il abandonne le stage, amer. Outre l'engagement physique constant des stagiaires, ils doivent faire preuve d'une concentration mentale permanente. Car être équipier de recherche, c'est utiliser les outils de prise de vue et de communication à la perfection. Ce matin, c'est cours de photo. Bon les gars, je vous laisse récupérer le matériel. Vous récupérez tous les téléobjectifs et les boîtiers réflexes. Et on part pour un exercice prise de vue longue distance. Allez, dans 5 minutes sur la butte de terre. Ils doivent savoir manier l'appareil photo aussi bien qu'un fusil d'assaut. Car leur fonction première, c'est l'observation. Là, l'idée, c'est de mettre en œuvre les différents moyens d'acquisition longue distance qu'on a au régiment. Que ce soit pour acquérir le visage d'impact à plusieurs centaines de mètres ou une plaque minéralogique. Qu'il neige ou qu'il pleuve, leur matériel est testé dans les conditions les plus extrêmes.
on travaille beaucoup en gamme professionnelle. Du coup, n'importe qui peut l'acheter, mais on est sur du matériel très coûteux. Rien qu'un montage classique, on est sur à peu près 10 à 12 000 euros. Vas-y, on y prend combien? On est à 500 mètres. On arrive à voir parfaitement la plaque d'immatriculation. Oui. On n'a plus une plaque. Ils peuvent photographier des objectifs jusqu'à 2000 mètres. L'équipier de recherche doit toujours être à la pointe de la technologie et sans cesse innover et chercher les meilleures techniques possibles pour acquérir le renseignement. Comme on a pu vous le montrer depuis le début de la formation, chaque information que vous aurez sur votre photographie va vraiment être très importante à des fins de renseignement pour remplir votre mission. L'équipier de recherche sur un théâtre d'opération ne prendra jamais de photos dans les situations optimales. Il y aura toujours plein de contraintes. On est obligé de s'adapter. Là, par exemple, on a une photo qui a été prise par l'un d'entre vous à une distance d'environ 300 mètres. On voit très bien que là, le personnel qu'on veut prendre en photo est à l'intérieur d'un bâtiment et du coup, il est en situation de sous-exposition. Et bien, malgré le fait d'avoir pris cette photo à 300 mètres de distance, on voit très bien sur la partie droite de l'écran qu'on arrive à venir éclaircir les zones sombres qui étaient totalement imperceptibles à l'œil nu et ainsi faire une identification de personnel. Donc, grâce à la post-production, en quelques clics, on est capable d'envoyer une photo au commandement d'un personnel et du coup là, on a un véritable atout en termes de renseignement. Puis ils enchaînent avec un cours de pilotage sur quad. Durant leur très longue formation, ils vont apprendre à tout conduire, sur terre, sur mer et dans les airs. Et il y en a qui ont tendance un peu à se relâcher et debout, au lieu de venir faire contrepoids et prendre leur changement de direction, restent un peu figés debout. Il y a aussi l'apprentissage des langues, comme l'arabe. Deuxième groupe de lettres, on va étudier le jim, le ha et le kha. Sur les théâtres d'opération actuels, c'est une langue qui est souvent rencontrée. Donc ouais, ça a tout son sens d'apprendre l'arabe ici. Il y a une vraie plus-value à avoir des gens, donc des équipiers internes qui parlent arabe, plutôt que des interprètes qui ne sont pas forcément de confiance, qui ne savent pas comment on procède. Le rythme échange fréquemment. On passe sur la partie technique, physique, où on passe beaucoup de temps à l'extérieur. Et du jour au lendemain, on va se retrouver dans la peau d'un étudiant où il faut rester jusqu'à tard le soir à réviser. C'est pour ça que je suis venu ici aussi, hein. C'est pour pas qu'il y ait que du bourrin, que du physique. C'est pour que justement, pour trouver un métier qui sollicite vraiment la totalité de la personne. Le 13 est avant tout une unité spécialisée dans le renseignement. Donc toutes ces nouvelles recrues vont retourner sur les bancs de l'école afin d'apprendre l'ensemble des techniques d'observation, de transmission cryptée et de traitement de l'information. Un équipier de recherche fait des tonnes de choses. Et c'est pour ça que cette formation est si dense. Pour devenir équipier de recherche, on imagine bien que ce n'est pas en 4 mois de temps qu'on va pouvoir former quelqu'un qui va vraiment être déployable sans délai et apte à remplir sa mission dans tous les types de milieux. 6 mois se sont écoulés. Certains ont choisi de se spécialiser en tir longue distance. Une compétence que tous ne posséderont pas. Lors de leur infiltration en terrain ennemi, chaque groupe composé de 6 hommes doit être capable de parer toutes les menaces. Sur le stand de tir du régiment, nous retrouvons un petit groupe de stagiaires. On se refait une dernière salve. Équipés d'un fusil d'assaut HK-G36. Ils vont tirer sur des cibles à 400 mètres. Attention. Préparez-vous. Feu. Et ligne libre. On va voir ce que ça donne. Calme, discernement et contrôle de soi sont les qualités maîtresses pour être un bon tireur. Ces jeunes soldats, malgré leur expérience militaire, ont tout à réapprendre. Car les armes utilisées par les forces spéciales sont plus perfectionnées que celles du reste de l'armée conventionnelle. Mêmes objectifs. Attention. Préparez-vous. Feu. Ok. On va la sûreté. C'est assez technique parce que c'est une arme qu'on n'avait pas utilisée avant et puis c'est des techniques de tir qui sont vraiment propres au régiment, donc ouais, il faut prendre le pli mais
les instructeurs nous expliquent bien, donc ça rentre tout seul, quoi. Donc ça va vraiment bien. Pour l'instant, je vois ça comme juste comme de l'entraînement, et puis après, si un jour il faut le faire en réalité, on le fera, et puis c'est pour ça qu'on s'entraîne. Nous sommes au pied des Pyrénées, au centre de tir adapté, le CTA. Georges connaît bien cet endroit pour y avoir lui aussi passé de longues heures d'entraînement. Mais là, ce sont ses élèves commandos qu'il vient observer. Ici, pour que tous les commandos soient les mieux préparés aux conflits modernes, un complexe grand comme 4 studios de cinéma a été entièrement conçu pour recréer au plus près de la réalité des conditions de guerre. Ici, les commandos tirent à balles réelles. Au CTA, toutes les situations de crise peuvent être reproduites. Il y a des rues, des maisons, des sous-sols, avec une multitude de scénarios possibles. Aujourd'hui, le contexte opérationnel dans lequel le régiment se retrouve déployé, il l'amène à être de plus en plus au contact des adversaires, de l'ennemi. Voilà. Donc on doit réagir par rapport à ça. Georges prévient les stagiaires que sur le terrain, tout peut arriver. Voilà, pourquoi pas tomber dans une embuscade, c'est ce qui peut attendre l'équipe à tout moment. Dans l'expérience au régiment, il y a déjà eu des chefs d'équipe qui se sont retrouvés dans des situations où ils se retrouvent dans une cave à un moment et il y a 3 mecs qui veulent le choper. Donc là, typiquement, on est sur le meilleur site qui puisse vous préparer à ce type de réaction face à une crise instantanée. Et puis là, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre, sinon utilisez vos armes. Bon, ils sont prêts les commandos? Ok. Pour ces jeunes équipiers, le scénario est simple. Après un crash d'hélicoptère en zone urbaine, ils vont devoir évacuer les 2 pilotes blessés dans un bâtiment qu'ils vont préalablement sécuriser. Le coup d'envoi est donné. Après avoir inspecté les alentours de l'hélicoptère, les 6 hommes se séparent. 3 d'entre eux vont chercher un bâtiment vide. À l'intérieur, ils vérifient que chaque pièce est sans danger. À l'aide de dizaines de caméras, les instructeurs, à l'affût de la moindre erreur, scrutent la progression des stagiaires. Ces encadrants sont des spécialistes du combat en milieu clos. Ils ont un bon nombre d'opérations à leur actif. Ils recréent ici les scénarios déjà vécus lors de leur mission. La zone est sécurisée. Les commandos peuvent désormais transporter les 2 blessés. Des instructeurs jouent le rôle des terroristes et vont tenter de les déloger. Mais malgré leur infériorité numérique, ils doivent être capables de repousser toutes ces attaques sans perdre leur sang-froid. L'exercice aura duré 2 longues heures. Les hommes peuvent être fiers. Peu d'erreurs ont été commises. Toi, tu resté trop longtemps dans l'encadrement avec la porte en face. Ok, tu peux la prendre en compte, ça pose pas de problème. Par contre, tu te mets sur un côté. Parce que si le mec il défouraille. S'ils doivent rentrer, tu te recules un petit peu. Tu peux le prendre en compte ici. Quand ils rentrent, tu baisses et tu reprends direct. Mais tu es trop resté dans l'encadrement de la porte en face. Toutes les cibles ont bien été traitées. Non, bien, franchement, discernement, tout, l'incident de tir, quelqu'un a pris tout de suite. C'est toi qui as pris et t'es ressorti à une autre adresse, donc franchement, rien à dire. Même si les mots des instructeurs sont encourageants, ils vont pourtant enchaîner encore et encore d'autres simulations. Ils doivent être prêts à tout. Être prêt à tout, cela passe aussi par le climat ou les reliefs. Pour cela, il faut parcourir plus de 5500 km. Direction le désert djiboutien, passage obligatoire de la formation. Car il n'est pas sans rappeler le Sahel. Pendant 1 semaine, les hommes vont s'infiltrer, observer. Ils vont travailler les techniques de camouflage, d'observation.
Et surtout, ils vont s'acclimater aux rudes conditions de chaleur et de poussière. On est arrivé cette nuit et là on est dans le palace. Effectivement, les conditions sont beaucoup plus difficiles qu'en France. Disons que le moindre effort devient tout de suite beaucoup plus difficile du fait de la température. Bon, après l'entraînement qu'on a en France, disons que le côté rustique, il est utile même dans un contexte différent, quoi. Djibouti apprend à tous les futurs équipiers qu'ils ne doivent pas seulement maîtriser les armes, mais aussi s'adapter à tous les milieux. De retour en France, la formation touche à sa fin. Le groupe se prépare pour un entraînement d'une dizaine de jours qui se veut au plus proche de la réalité, une sorte de synthèse. Après une marche de 9 km, ces futurs commandos vont devoir creuser une cache, se dissimuler et collecter des informations sur la cible qui leur a été donnée. Une mission éprouvante les attend. Chaque outil a son importance. Ok, bon là du coup on n'est pas trop mal. T'as tout ce qu'il te faut, Jo, quoi? Ouais, mais du coup je pense que toi tu vas prendre le râteau et moi j'ai récupéré le matos de fouille, genre pelle et pioche. Ok, tu veux qu'on fasse ça? Je pense qu'on va faire plutôt comme ça. Vas-y. Ouais, c'est vrai que je vais faire ça. Tu veux prendre la pelle aussi? Ouais, je prends tout. Ce sera plus simple pour l'arrivée sur la zone mission. Bah, vous allez faire du jardinage? Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Oh, du jardinage, c'est un grand mot. La meilleure chose pour récupérer les feuilles, c'est un râteau. Ça, on n'a pas trouvé mieux encore. Quoi il va servir, c'est super simple. C'est, bon, nous, une fois qu'on aura commencé à creuser notre cache, etc., bon, ça va déplacer un certain volume de terre qu'il va falloir camoufler derrière. Ouais, après, pareil, il y a des choses qui sont pas très anodines, hein. Voilà, il y a des petites scies à main, des agrafeuses également. Il y a pas mal de matériel radio. Les Obs, de leur côté, ont tout le matériel photo-vidéo. Et voilà, il y a beaucoup de piles, les batteries, tous les chargeurs. Il y a à côté qui a la lourde responsabilité d'avoir avec lui dans son sac le petit bateau. Ouais. Petit bateau qui prend un peu de place dans le sac, mais qui est bien utile lorsqu'on rencontre un cours d'eau d'une largeur un peu trop importante qu'on ne peut pas traverser à pied. Le poids du sac, bon, il est aussi à peu près autour de 60 kg. Là, c'est une phase confort. Hein. C'est pas juste un esprit de challenge sportif qui voudrait qu'on marche avec des sacs aussi lourds sur des durées interminables. C'est surtout qu'en fait, on a vraiment besoin de tout le matériel qu'on prend pour les missions. Moi, j'étais déjà dans l'armée avant de venir ici. Je sentais que niveau professionnel, bon, j'avais vraiment envie de faire autre chose. Je suis venu sortir de ma zone de confort où j'étais pour venir ici, me remettre en question et puis partir sur autre chose de plus difficile. Mais je me régale. Hein. Et juste avant d'arriver ici, en fait, j'ai fait une école de commerce. Je me suis rendu compte que j'avais pas spécialement envie de travailler dans le civil et que je voulais faire un truc un peu aventureux. Le 13, c'est un régiment assez particulier qui, je pense, me correspond bien en termes de mentalité. C'est un métier assez particulier qui est celui du renseignement et qui, du coup, demande, je pense, des qualités qu'on ne demande pas forcément partout ailleurs dans l'armée, qui sont un peu de réflexion, du calme, de la débrouillardise. Et c'est toutes ces choses-là que j'ai envie de retrouver, en fait, en plus des qualités qu'on demande à un militaire en général, qui sont d'être sportif, endurant, de se dépasser, etc. Avant leur départ, Georges vient contrôler que tout est prêt. Le chef d'équipe? Ah. Bon, on en est où, là? Ça avance bien, Britain. Là, on est en train de terminer les derniers préparatifs. On est en train d'apprendre la topo. Combien tu as à peu près d'infiltration ce soir, là? Donc là, on a 9 km en réel, 6 D'accord. km topo. Très bien. Combien de jours de vivre? 10 jours. 10 jours de vivre. Donc là, vous êtes bien chargé, hein? Ouais, Non? On est bien chargé. Vous avez pesé à peu près vos sacs, là? Vous êtes à plus de 60 kilos, non? On doit être aux alentours de ça. Ouais. D'accord, 60 kilos. Bah, c'est très bien. Voilà, c'est le métier qui rentre. Vous allez comprendre qui est Newton ce soir. Voilà. Et c'est parti pour une épreuve physique et morale intense. Mais ce qui paraît être ici un challenge pour les stagiaires n'est que le quotidien des hommes du 13. Car en opération, ils peuvent porter des sacs allant jusqu'à 80 kg. 2 premières minutes, ça va. Après la première, c'est un peu la plus dure. Et puis à force, les épaules sont endolories pendant quelques heures. Puis après, ça revient au bout de 5-6 heures. Et là, faut serrer les dents, faut finir. Puis ça passe.
Les recrues, divisées en 4 groupes de 6, vont parcourir de nuit les 9 km prévus. Les instructeurs ont choisi volontairement un terrain accidenté où la végétation est extrêmement dense. Alors malgré leurs jumelles à vision nocturne, il n'est pas simple pour eux de progresser. D'autant plus qu'ils doivent se déplacer le plus silencieusement possible afin de ne pas être repérés. À leur côté, Georges analyse leur évolution. Ouais, bon, bah, ça progresse doucement. C'est quand même chaud de s'infiltrer dans un bois où on n'a presque pas de visibilité, mais il y a des branches partout. Tout est glissant. Si la météo commence en plus à se durcir, c'est là que ça va commencer à douter. Mais il est aussi présent pour les motiver et surtout pour partager avec eux ses précieux conseils. Assieds-toi, tu vois, ça va dérouler. Voilà. C'est là que ça commence, l'esprit d'équipe. Voilà, il faut que vous vous entraidiez, c'est bien les gars. Voilà. Allez, donne ta main là. Équipier, là, donne ta main. Tiens, voilà, c'est bien. Voilà, tu arrives. Putain, ça fait plaisir. Ils ont compris ce que c'était l'esprit d'équipe sur des petits moments comme ça. Le groupe rencontre comme prévu un cours d'eau profond, large d'une vingtaine de mètres. Ils vont devoir le traverser un par un grâce à leur petit bateau portatif. Il est conditionné, ouais, ça fait l'équivalent d'une très grosse boîte à chaussures. Il n'y a pas de question, on est bon. Allez, c'est parti, top. L'embarcation pneumatique peut supporter environ 150 kg. Ils auront mis un temps largement acceptable, vu la difficulté du terrain, les conditions quand même qui sont pas du tout propices. Et puis aussi la découverte encore un peu de ce métier. Hein. Voilà, donc là, on va les laisser tranquillement terminer. Ah, il y a encore un petit bout d'infiltration à faire et puis on va les retrouver demain matin. Ça fait plaisir, ils sont motivés. Ils ont envie, ça se sent, vu la qualité du travail. Les 24 hommes progresseront toute la nuit. Le lendemain matin, ils arrivent enfin sur leur objectif. Pendant que certains surveillent les alentours, d'autres commencent à creuser la cache, toujours sous l'œil critique de Georges. Typiquement, là, ils prennent des risques. Ils prennent des risques. Voilà. Là, la vraie difficulté les concernant, c'est qu'ils sont à proximité d'habitation, à vue de nez, comme ça, environ 400 mètres. Et c'est pas discret hein, de mettre des coups de pioche. Pour le capitaine, ils ne sont pas assez prudents. En opération, ce manque de discrétion pourrait les compromettre. Bon, moi, ça me va pas. Parce que toi, tu égratignes la planète. Et toi, tu tapes et t'es à côté. Le but, c'est qu'en même temps, quand il y en a un qui pioche, il y a toujours un gars qui observe ce qui se passe, ce que vous faites pas, parce que vous êtes tous la tête dans le guidon. En plus, ça permet qu'il y en a un, voilà, pendant qu'il est en alerte, il se reconditionne. Lors de l'infiltration, les hommes du 13 sont seuls. Ces caches sont leur unique protection. Mais elles demandent un travail de forçat. Ce sont plusieurs tonnes de terre qu'ils vont déplacer, puis camoufler, afin que leur présence ne soit pas décelée. C'est vraiment l'engagement maximum. J'ai toujours eu ça dans les tripes. Donc là, d'être ici, c'est super. Bon, là, c'est pas le meilleur moment de ma vie, là, mais c'est super ici, c'est super. Quand la cache sera terminée, qu'on sera installé dedans, ça, c'est récompense. Certains détails techniques de la fabrication de la cache doivent rester secrets. Mais une fois terminée, l'illusion est parfaite. Leur présence est indécelable. Leur travail de renseignement peut alors commencer, et cela malgré la fatigue. Le temps de la cache, c'est celui qui fait suite au temps de la creuse et de l'infiltration qui est vraiment éprouvant.
Et du coup, au début, on s'y sent plutôt bien parce qu'il fait, en général, il fait assez chaud. Et on est dans une position relativement confortable. On n'est pas en effort physique constant. Et après, quand le temps se fait un peu plus long, au bout d'un moment, ouais, on perd un peu ses repères. C'est dans ce trou, en totale autonomie, que les deux hommes vont devoir vivre ensemble pendant une bonne semaine. À quelques kilomètres de là, deux autres équipiers sont en planque au plus près de leur cible. Ils surveillent les allées et venues de l'objectif, relèvent les moindres détails et prennent des centaines de photos. On a commencé depuis ce matin. On s'est mis sur un emplacement qui nous permet d'être à la fois protégés et d'avoir des vues correctes. Les données récoltées sont ensuite envoyées à leurs coéquipiers dans la cache. Dans la réalité, une fois codées, ces données seraient transmises par satellite à un poste de commandement en France. Là-bas, elles seraient traitées, modélisées en 3D. Chaque détail serait ensuite étudié par les hommes des forces spéciales dans l'éventualité d'un assaut. Encore un exercice passé haut la main par les stagiaires. Le moment tant attendu est proche. Ils étaient 44 au départ, arrivés des 4 coins de France. Ils ne sont désormais plus que 24 à recevoir fièrement l'insigne du régiment. Et parmi ces nouveaux commandos, 6 viennent du civil. Ils font désormais partie de la famille du 13e régiment de dragons parachutistes. À vos ordres, colonel. Félicitations pour ce stage. Voilà, c'est un stage qui est long, qui est difficile. Tu t'en es très bien tiré. Bravo. La route est encore longue parce que tu as d'autres stages à faire. Félicitations. Bravo. Après 18 mois d'efforts et de doutes, ces jeunes hommes sont au commencement de leur carrière au 13e RDP. Mais pour Georges, après 27 années passées chez les forces spéciales, il est temps de tirer sa révérence. Des gars comme ça, bon, c'est pas un hasard si aujourd'hui ils sont au régiment. Et j'espère vraiment qu'ils iront jusqu'au bout. Voilà. Mais ça va être dur. Ça va être dur parce qu'ils ne connaissent pas le métier qu'ils vont pratiquer encore, qui va être ultra exigeant. Ils ne connaissent pas encore ce qu'est vraiment la souffrance sur le terrain, le doute, voilà, la faim, la soif, toutes ces choses-là, ils vont le découvrir bientôt. Dans une équipe de recherche, quand à seul, on ne peut pas faire le job. Vous avez vu la difficulté pour arriver à dérouler tout ce qu'ils font dans une opération, même ne serait-ce que sur un module de formation. Seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Et c'est bien la force de l'équipe qui permet de dépasser les objectifs. C'est le dépassement de soi. Enfin, voilà, ils vont sans aucun doute faire le plus beau métier du monde. Ouais, je les envie beaucoup. Bon, allez.